bienvenue en Louisiane. Vous voyez le Mississippi et les Big Wheels, les bateaux à roues derrière moi. On est à la Nouvelle-Orléans, la grande ville de Louisiane. La plupart des gens qui viennent visiter la Louisiane, beaucoup s'arrêtent malheureusement à la Nouvelle-Orléans. Pour les voyages organisés, c'est plus facile. Moi, je vous conseille quand même de visiter toute la Louisiane si vous pouvez. C'est un de mes États préférés. Donc je pourrais être intarissable et vous parler des moindres villages, mais on va rester quand même sur l'essentiel. Donc la Nouvelle-Orléans, c'est la grande ville. Bâton Rouge a quelques charmes aussi, c'est la capitale. Après, à 1 heure de route à l'ouest de la Nouvelle-Orléans, le long du Mississippi, vous avez les plus belles plantations qui sont là-bas, comme Oak Alley ou bien la Laura Plantation. Et puis, si vous allez un petit peu plus au nord-ouest, vous allez arriver dans le pays cajun, la région de Lafayette par exemple, où vous avez des ensembles de villages où on parle toujours français, qui sont vraiment très intéressants culturellement pour l'histoire des Cajuns. On va vous emmener là en complément de notre vidéo sur la Nouvelle-Orléans, et je pense que ça va vous intéresser, ça va vous plaire et ça va vous inciter à louer une voiture et à partir à l'aventure, parce que la Louisiane, ce n'est vraiment pas que la ville de la Nouvelle-Orléans, soyez-en convaincus. Vous avez aussi la prairie de Louisiane, où encore une fois il y a beaucoup de gens qui parlent français, à Eunice, à Arnaudville. Tout ça, c'est passionnant d'aller rencontrer et parler en français avec des gens qui défendent aussi leur culture dans ces endroits-là. Il y a des fêtes tout le temps, les fêtes dodo, où on vient danser et chanter en français sur les vieilles chansons cajun. Donc voilà, on vous emmène à la visite de la Louisiane. Bienvenue à Jackson Square, le cœur de la Nouvelle-Orléans. On a le Mississippi qui est juste devant nous, ici. Et derrière cette magnifique cathédrale Saint-Louis, roi des Français de la Nouvelle-Orléans. Donc la Nouvelle-Orléans, c'est la grande ville de Louisiane. C'est pas la capitale c'est Bâton Rouge, mais c'est la grande ville construite par les Français initialement pour à la fois profiter du magnifique, de l'immense fleuve Mississippi et du commerce qui allait s'y dérouler, et en même temps protéger les colonies françaises à la fois sur le golfe du Mexique et à la fois l'entrée de leur colonie via cette autoroute immense qui était le Mississippi, qui permettait de passer à travers la grande jungle du couloir central américain qui existait à l'époque. Donc voilà, il y a une ville absolument sublime qui a été construite par les Français ici. Et ce qui est surtout sublime, c'est qu'elle a été préservée. Donc le cœur historique de la Nouvelle-Orléans, là où on est en ce moment, c'est le French Quarter, le quartier français, ou le carré français. Mais il y a d'autres très beaux quartiers à Nouvelle-Orléans. Malheureusement, la ville est extrêmement fragile. Elle a été fragilisée par les ouragans, par le raz-de-marée du lac Pontchartrain après l'ouragan Katrina, où de nombreuses maisons ont été dévastées. Mais vous n'avez pas que ce quartier français à visiter à la Nouvelle-Orléans. Vous avez aussi le Garden District par exemple, avec toutes les maisons, ce qu'on appelle le quartier américain, avec tous les jardins autour des maisons. C'est sublimissime, on va vous emmener là-bas aussi. Et puis des avenues mythiques comme Evangeline, comme Canal Street, un petit peu partout, comme Esplanade, que vous pouvez emprunter. Il reste énormément de l'héritage francophone, aussi bien en Louisiane qu'à la Nouvelle-Orléans. Dans le pays cajun, on parle encore français dans les villages autour de Lafayette, mais à la Nouvelle-Orléans, c'est surtout les signes de rue, les noms des vieux bistrots, des restaurants, et puis l'histoire des habitants. Les habitants eux-mêmes ont des noms français, toujours, que vous pouvez retrouver quand vous vous présentez à eux, quand vous discutez à eux. Ici, on est dans le sud, donc on a une culture très amicale. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller discuter avec les gens. Vous serez bien reçus, surtout si vous dites que vous êtes français ou que vous êtes canadien. C'est toujours un plaisir pour eux de venir discuter avec vous. Bien évidemment, la Nouvelle-Orléans, c'est aussi le berceau de la musique américaine à travers le jazz, le blues, qui ont donné des évolutions multiples à la fois vers le reste du Mississippi, Memphis, puis Chicago plus au nord. Toutes les musiques américaines viennent de cette racine ici, des champs de coton,
des esclaves dans les champs de coton, des premiers musiciens noirs, et puis de tout ce que le jazz a engendré, Louis Armstrong et tous les autres musiciens fameux de la Nouvelle-Orléans jusqu'à de nos jours Harry Connick Jr. Comment les citer sans en oublier, les Neville Brothers, vraiment il y en a trop pour qu'on puisse les citer. Donc voilà, la ville était surnommée Vice City, la Crescent City aussi, la ville croissant, la ville du vice. Bon, pour la petite histoire, les Français, quand ils ont construit la ville, ils ont dû ramener, il n'y avait que des hommes, alors ils ont dû ramener 3 bateaux de prostituées en provenance de France pour pouvoir rééquilibrer la population. Bon, ça n'a pas trop mal marché, hein, c'est vraiment assez réussi, aussi bien la population que l'esprit de la ville qui est absolument fantastique. Mais il y a un esprit un peu original. Un mix de musique et de fêtes qui sont 2 choses qui se marient très bien. Et un petit peu partout dans le quartier français, vous avez des fêtes tous les soirs, toute l'année, avec des musiciens également un petit peu partout. Vous avez Preservation Hall, si vous voulez tous les soirs de l'année écouter des concerts de jazz. Mais vous vous promenez, et puis bon, ça va jusqu'à Bourbon Street, où ça devient un petit peu sauvage, ou Frenchman Street aussi, un petit peu plus à l'extérieur du quartier. Ce sont des rues où on fait la fête toute la nuit, tous les soirs de l'année. Alors, en février, autour du Mardi Gras, alors Mardi Gras c'est pas un mardi, c'est tout un mois, voire même 2 mois, où on fait la fête à la Nouvelle-Orléans avec les parades immenses. C'est quelque chose vraiment à voir. Si vous avez la chance de pouvoir venir ici à la Nouvelle-Orléans durant le Mardi Gras, qui dure 1 mois ou 2 mois, vous allez pouvoir voir les parades avec ces chars époustouflants et une ambiance complètement folle dans les rues. C'est à la fois une ambiance très bon enfant, il y a des familles avec les enfants. Bon, après, un peu plus tard dans la nuit, vous avez des gens sur tous les balcons du quartier français qui jettent des colliers de perles. Voilà, il y a beaucoup d'excentricité à la Nouvelle-Orléans. Vous trouvez aussi un mélange d'histoire et d'excentricité, par exemple au niveau du vaudou qui a été importé d'Afrique, mélangé un petit peu aux religions chrétiennes. Ici c'est le catholicisme en Louisiane, et qui fait aujourd'hui partie vraiment du folklore. On vous fait visiter les cimetières à la Nouvelle-Orléans. Attention, certains sont payants, par exemple si vous voulez aller sur la tombe de la reine vaudou Maria Laveau, ils vous font payer la visite guidée, sinon vous ne pouvez plus rentrer dans le cimetière malheureusement. C'est quand même un peu curieux de faire payer pour entrer dans un cimetière, mais c'est comme ça. Et vous trouvez beaucoup de boutiques vaudou avec des poupées vaudou et tout un tas de gadgets et de chapeaux du Baron Samedi dans le quartier français ou à l'extérieur, un petit peu partout. Il faut savoir, il y a encore beaucoup de pratiques vaudou quand même. Vous trouvez ces boutiques-là, même jusqu'à Miami, on en trouve à tous les coins de rue. Par contre, là-bas, c'est dans certains endroits, c'est vraiment utilisé pour le culte au vaudou. À la Nouvelle-Orléans aussi, mais si vous allez dans le quartier français, c'est un peu des boutiques à touristes quand même, mais bon voilà, ça existe, ça fait partie un peu du charme local. Et on vous emmène visiter NOLA, New Orleans, Louisiana. Le cœur de la Nouvelle-Orléans, pour vous simplifier les choses, c'est Jackson Square, donc qui est assez remarquable avec sa statue du général Andrew Jackson. Je vais vous donner quelques repères autour. Donc d'un côté, vous avez la cathédrale Saint-Louis, roi de France,
qui est tout aussi remarquable. Et de l'autre côté de Jackson Square, vous avez le Mississippi. Vous ne le voyez pas parce qu'il y a une digue qui protège Jackson Square du Mississippi, mais c'est juste de l'autre côté de la digue. Il y a les bateaux à roues qui partent de là. Et il y a toujours beaucoup de monde à aller voir le géant Mississippi. Vous avez aussi le fameux Café du Monde qui est au bord du Mississippi de Jackson Square. Derrière le Café du Monde, vous avez le French Market où vous pouvez aller acheter des souvenirs. Il y a des dizaines de boutiques tout le long. Un petit peu plus loin, vous avez la statue de Jeanne d'Arc. On s'en rappelle parce que c'est une copie de la très belle statue de la place des Pyramides à Paris. Et que c'est lors du voyage du général de Gaulle qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les moyens de financer le socle. Et quand le général est rentré en France, il a demandé à ses amis de lancer une souscription pour payer le socle à la Nouvelle-Orléans. Donc grâce au général de Gaulle et aux Français, le socle a été payé, la statue a pu être érigée dans cette rue à côté de Jackson Square. Vous avez un pôle muséal qui est assez intéressant de part et d'autre de la cathédrale. Donc la cathédrale déjà, elle date de 1789, c'est assez symbolique, cathédrale Saint-Louis, roi de France en 1789, et de part et d'autre, vous avez des bâtiments aussi de l'époque française qui sont remarquables. À droite, vous avez le presbytère. Donc le presbytère, c'est un musée d'histoire. Actuellement, vous avez un étage qui est consacré aux ouragans, donc c'est quand même assez important dans l'histoire de la ville. Il faut savoir qu'elle est en dessous du niveau de la mer, donc elle a été ravagée à plusieurs reprises, notamment par l'ouragan Katrina, quand une digue du lac Pontchartrain a cédé et la ville s'est retrouvée sous l'eau avec des milliers de maisons renversées. C'était vraiment très impressionnant, j'étais allé à l'époque. Et puis à l'étage, vous avez une exposition sur le Mardi Gras. De l'autre côté de la cathédrale, c'est le Cabildo, donc c'est un autre bâtiment, c'est une autre entrée payante. Tout est géré par l'État de Louisiane. Il y a 4 musées, donc le presbytère, le Cabildo, donc qui est sur la gauche, qui lui aussi va vous présenter un petit peu plus en détail l'histoire de la ville. Quand vous regardez la cathédrale sur la droite de la place, vous avez un des beaux bâtiments qui s'appelle la 1850 House, la maison 1850. Donc c'est une vieille maison qui appartenait à la famille Pontalba, qui était une des familles les plus riches de la ville, qui a entre autres financé la construction de la cathédrale par exemple. Donc elle était riche financièrement, parce qu'autrement elle avait aussi des esclaves. Vous pouvez visiter tout ça avec les quartiers, vous pouvez voir les quartiers d'esclaves séparés de cette maison de ville. C'est impressionnant si vous voulez voir comment les gens vivaient à l'époque. Et vous avez un 4e musée d'État de Louisiane qui est peut-être à 10 minutes de marche, c'est le musée du jazz, New Orleans Jazz Museum. Bienvenue au Café du Monde. Donc, c'est une très célèbre marque de café sur les bords du Mississippi, qui est juste derrière. C'est une marque de café, c'est aussi le Café du Monde. C'est l'endroit le plus connu pour venir manger des beignets et du café avec un petit mélange de chicorée. Je vais vous les montrer, ils sont là. C'est la grande spécialité de la Nouvelle-Orléans. On s'en met partout, mais c'est délicieux. Des beignets tout chauds, dans le café. Il n'y a pas que Bourbon Street à la Nouvelle-Orléans pour faire la fête. Il y a aussi Frenchman Street, la rue des Français. Donc vous avez à peu près sur 200 mètres des bars avec des concerts dans à peu près tous les bars. Beaucoup de jazz, blues, rock. C'est vraiment très bien. Bon, évidemment, c'est interdit aux moins de 21 ans partout dès que ça commence à s'animer un peu trop à la tombée de la nuit. Mais c'est vraiment, vraiment bien.
aussi un market d'artisans d'art qui est vraiment pas mal, avec une cinquantaine d'artisans. C'est gratuit, ça évidemment. Mais voilà, c'est vraiment un quartier super sympa pour venir boire un verre. Ça change du quartier français. Donc c'est dans le faubourg Marigny à la Nouvelle-Orléans. Juste au sud de la Nouvelle-Orléans, vraiment juste au sud, à quelques kilomètres, ça doit être à peu près à une quinzaine de minutes, on est au cœur de la Barataria Preserve. Alors en fait, en Louisiane, il y a un parc national, comme vous trouvez un peu partout aux États-Unis, donc ils sont des parcs d'ampleur, sauf que celui-ci est composé de petites touches d'intérêt, de choses intéressantes à droite à gauche, aussi bien dans la prairie, dans le pays cajun. Le cœur de la Nouvelle-Orléans, le French Quarter, il fait aussi partie du parc national Jean Lafitte, qui est un parc à la fois historique et naturel. Et ici donc on est dans la Barataria. Alors la Barataria, c'était un endroit complètement contrôlé par les pirates français. Ils auraient été jusqu'à 3000 ou 5000, je ne sais pas si vous imaginez, dans ces marécages des îles au sud de la Nouvelle-Orléans, des îles marécages, avec leur flotte de bateaux qui contrôlaient absolument tout, des gros bateaux, des petits bateaux, et surtout ils contrôlaient l'accès au Mississippi. Il faut vous remettre dans le contexte, on est au début du 19e siècle, Napoléon vient de vendre la Louisiane aux États-Unis d'Amérique, et donc il y a une espèce de no man's land que les Américains n'arrivent pas à contrôler, qui sont contrôlés par les pirates français, qui font de la contrebande de tout ce qu'on peut imaginer. C'est un peu comme s'ils mettaient un péage sur le Mississippi en fait. Et tout ce qui est cultivé aux États-Unis, aussi bien le coton de Memphis, du Mississippi, du Tennessee, de l'Arkansas, tout converge par le delta du Mississippi, et les pirates français contrôlent absolument tout depuis ces marécages. Donc il y a deux moyens aujourd'hui de les visiter, soit en airboat, si vous venez faire du tourisme international, vous allez vraiment apprécier, soit vous venez visiter à pied la préserve. Il y a des petits chemins partout. Alors c'est vraiment c'est pas un parc national comme les grands parcs de l'Ouest américain avec des chemins bien balisés. Ici c'est plus un endroit qui est fait pour préserver que pour le tourisme de masse. Donc je pense que l'airboat c'est vraiment une bonne solution pour visiter. À pied, en revanche, vous pouvez bien en profiter aussi si vous voulez voir des alligators de très près et vous aventurer dans les bayous, c'est pas mal. La section où on est ici, c'est Twin Canals. Et donc voilà, vous avez à peu près une demi-douzaine de petits trails plus ou moins grands. Vous allez parcourir entre 5 minutes et jusqu'à 1 heure. Ils sont plus ou moins ouverts en fonction des conditions de sécurité et des conditions climatiques. Mais enfin, vous pouvez venir ici donc, sur les traces de Jean Lafitte et ses pirates. C'est quand même assez incroyable d'ailleurs qu'un pirate français puisse être célébré comme ça. Il a des rues à son nom en Louisiane. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du début du 19e siècle, donc le royaume de Barataria est né. Donc c'est vraiment son nom, c'est vraiment Lafitte qui lui a donné ce nom de royaume, ce qui voulait dire qu'il avait une allégeance avec personne. Mais une dizaine d'années plus tard, durant la deuxième guerre contre les Britanniques, Jean Lafitte s'est rangé du côté des Américains. Et donc ça a permis, alors les Américains n'étaient pas tellement chauds au départ, mais finalement il a tellement aidé Andrew Jackson à gagner que finalement ils ont dû cohabiter un petit peu avec lui. On ne sait pas trop où il est né, peut-être à Bayonne, on ne sait pas trop où il est mort. En tout cas, il y a un alligator? Non, j'espère pas. Donc voilà, il y a beaucoup d'énigmes sur Jean Lafitte, mais il a réellement existé. Et il a écumé cette région durant des années et des années. Il est très connu à la Nouvelle-Orléans aussi, et il a fondé l'île de Galveston, il a fondé le port de Galveston sur l'île de Galveston. D'ailleurs, il y a eu des bagarres avec un autre pirate français qui s'appelait Louis-Michel Horry, qui s'est proclamé chef de la Floride
un petit peu plus loin. C'est des histoires qui sont absolument fascinantes des Français dans les marécages du sud des États-Unis. Parmi la contrebande, les trafics qu'ils faisaient, ils faisaient rentrer aux États-Unis clandestinement des esclaves. À ce moment-là, l'esclavage était toujours légal, mais il n'y avait pas le droit d'importer des esclaves. Ils faisaient venir des Antilles françaises sans aucun complexe, et donc c'était une partie assez importante de leur trafic. Crawfish po' boy from Nola Po' Boys, 908 Bourbon Street. I know I'll be rich in Rockefeller. With gold dust on my feet. Hello, welcome to the New Orleans Jazz Museum. My name is Greg Lambusi, and happy to have you with us today. We do a lot of programming. We do concerts like the one behind us, Tuesday through Friday, 2 o'clock, free shows. And of course, we do a lot of exhibits. So you can come by, learn about the history of jazz, learn about what's happening with music today in New Orleans. We like to think that we help preserve the past, but also act as a platform for future improvisation and future exploration. Le New Orleans Museum of Art, NOMA, c'est à mon sens vraiment un beau musée américain, un genre musée d'art un peu global, complet. On en trouve évidemment dans toutes les grandes villes, mais pas forcément aussi bien que celui-ci. Donc il est assez grand. Vous pouvez, pour au minimum, il faut compter, pour l'intérieur du musée, il faut compter au moins 1 heure, mais vous pouvez rester 3 heures si vous êtes vraiment spécialisé sur certaines collections particulières. Vous avez tout, hein, de l'antique, classique, contemporain, moderne, absolument tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous avez à chaque fois une petite collection sur chaque thématique. Vous avez aussi des collections sur tout ce qui est autochtone des Amériques, mais vous avez aussi océanien, africain, là où dans certains musées vous allez trouver des pièces qui sont pas tellement intéressantes, même si elles sont représentatives de tel domaine artistique. Ici c'est vraiment assez chouette, c'est vraiment des pièces de tout premier ordre. Il y a un plus aussi, c'est le jardin à l'extérieur. Il y a 2 jardins de sculptures et ils sont vraiment assez délicieux. Ils sont dans le City Park, mais ils sont gated, ils sont enclos, donc il faut vraiment accéder au musée. Il n'y avait personne à garder l'entrée là, mais il faut quand même accéder au musée. C'est depuis le site du musée que vous pouvez visiter les jardins de statues. Je ne suis pas certain que ce soit payant, je n'ai pas été contrôlé à l'entrée, mais bon voilà, vous avez un jardin sur la gauche, un jardin sur la droite. Celui qui est sur la droite est plus contemporain. Ici, on a un petit peu de tout et le jardin est très très beau. Je vous conseille aussi de visiter le City Park en même temps que le NOMA. En revanche, c'est pas spécialisé sur l'art américain. Si vous voulez voir des choses de Louisiane ou des choses purement d'art américain, c'est pas spécialement dans ce musée-là. C'est vraiment éclectique, c'est un très beau musée. Moi, je vous le conseille. C'est un des plus grands musées évidemment de Louisiane. À voir. Oh, brave, but I am not afraid. My rover just crossed over. If I never see it, I know I'll be riches. On est à l'intérieur du City Park. C'est un petit peu excentré par rapport au French Quarter et tout ça. C'est là où il y a le musée d'art de la Nouvelle-Orléans. Il est vraiment très très beau le City Park. Si vous avez l'occasion de venir vous dégourdir un petit peu les jambes, il est immense, hein. C'est genre Central Park. Mais si vous concentrez juste sur ce qu'il y a derrière le musée d'art, c'est déjà pas mal. Vous avez des arbres à barbe absolument magnifiques. Et puis voilà, il faut se laisser promener sur les petits ponts un petit peu partout. Can't you hear that pitter pat? And that happy tune in your step. Life can be so sweet on a sunny side of the street. I used to walk in the shade with my blues. Ici, on est dans la Napoleon's House, la maison Napoléon. Elle a été construite par Giraud, l'ancien maire de la Nouvelle-Orléans, à l'époque de Napoléon. Et donc vous avez un restaurant très bien, pas spécialement chic, mais très bien. Vous avez de la cuisine de Louisiane au rez-de-chaussée. Ici, vous avez des salles de bal à peu près d'époque. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est quand même assez luxueux. Il y a la décoration ici, c'est Napoléon absolument partout. Donc voilà, en fait, il avait surtout, Giraud, proposé à l'époque de prêter sa maison, et donc il avait fait une chambre spécialement pour Napoléon, parce que un grand nombre de Louisianais, les Français de Louisiane, souhaitaient aller attaquer Sainte-Hélène où Napoléon était emprisonné, là où il a fini sa vie en prison, pour le libérer et le ramener ici à la Nouvelle-Orléans, parce qu'ils étaient très bonapartistes. Il faut savoir que le frère de Napoléon, Joseph Bonaparte, était déjà résident lui à Philadelphie. Il avait réussi à quitter la France après la débâcle de Waterloo et des 100 jours de Napoléon, mais Napoléon lui avait préféré se rendre aux Anglais, et voilà, comme chacun le sait, il n'a jamais été libéré de Sainte-Hélène, donc il n'est jamais venu aux États-Unis, et donc aujourd'hui sa maison est un restaurant. C'est malheureux, mais c'est comme ça, mais c'est un bon restaurant, c'est déjà ça. Là, on est dans le restaurant Napoleon's House maintenant. Je vais vous montrer un petit peu. Vous avez juste des spécialités de Louisiane absolument classiques, comme
le jambalaya par exemple, ou le gombo à la crevette. Ça, le jambalaya et le gombo, c'est vraiment les deux choses que vous devez manger à la Nouvelle-Orléans. On est toujours à la Nouvelle-Orléans. On est ici au Ogden Museum of Southern Art. C'est donc un musée des arts du Sud. On a visité le NOMA un petit peu plus tôt et qui est consacré aux arts en général. Mais il n'y a pas beaucoup d'art américain. Par contre, ici, c'est que de l'art américain et que des artistes du Sud des États-Unis. Donc vous allez avoir aussi bien de l'art contemporain, des choses, des vieux portraits de famille par exemple, dont certains peuvent être assez impressionnants et certains peuvent représenter d'ailleurs des familles de l'époque française, de la Nouvelle-Orléans ou autres. Et donc voilà, entre les deux, vous avez aussi tous les peintres les plus célèbres. Là je suis devant Bob Bartlett, magnifique. Peintre de la société américaine. Donc vous avez un petit peu de tout et c'est vraiment un beau musée. Vous pouvez le visiter en à peu près 1 heure et donc je vous le conseille. Il y a un accès privé à une salle de réception qui est 2 bâtiments plus loin. Un bâtiment qui date des années 1890, vous ne pouvez pas la rater, c'est un bâtiment rouge avec entre les deux le musée de la Confédération. Et il y a un souterrain entre ce musée qui est plutôt d'apparence contemporaine et le vieux bâtiment rouge derrière. Si vous arrivez à vous le faire visiter, il est magnifique. Ici on est au Mémorial confédéré. Alors il faut savoir que la Louisiane c'était un des 13 États confédérés qui ont déclaré donc leur sécession des États-Unis d'Amérique au XIXe siècle. Et donc toute la Louisiane et la Nouvelle-Orléans ont été marquées par les monuments confédérés pendant jusqu'à à peu près l'année 2020 qui a marqué l'année où les dernières statues ont été retirées des rues de la Nouvelle-Orléans et de la plupart des autres villes. On trouve encore des monuments dans les cimetières, bien entendu, pour honorer les morts de cette guerre. Ici, donc, le Confederate Memorial Hall, c'est un hall qui est dans un bâtiment qui est déjà assez surprenant, type époque victorienne rouge, vraiment surprenant à voir aussi. Et donc ici vous avez une des plus belles collections d'objets datant de la guerre civile que vous pouvez trouver aux États-Unis. C'est vraiment, il fait partie des 2 plus grands musées que vous pouvez trouver, avec des uniformes parfaitement conservés de Stonewall Jackson, du général Lee, de Jefferson Davis. Jefferson Davis étant le président de la Confédération. Donc voilà, vous trouvez aussi des objets genre souvenirs que certains vont trouver de très mauvais goût parce que ça rappelle évidemment la période de l'esclavage qui était défendue par la Confédération. Mais autrement, pour tous ceux qui s'intéressent aux choses militaires et à cette page d'histoire sanglante des États-Unis, c'est vraiment extrêmement intéressant et riche. Vous avez tous les bateaux, tous les drapeaux. Certains drapeaux ont du sang de héros sudistes sur eux et voilà, vous avez beaucoup d'objets de Louisiane, beaucoup de photos de simples soldats. Il y a un quartier des galeries d'art à la Nouvelle-Orléans donc, qui s'appelle Warehouse District ou Warehouse Art District, que vous trouvez essentiellement le long de Julia Street, entre le Mississippi, vous remontez sur 1500 mètres à peu près, et vous allez voir des galeries. Il n'y en a pas des milliers, mais il y a, je pense dans le quartier, il y en a au moins une vingtaine minimum. Donc certains ils sont vraiment très bien. Ici on est à 600 Julia,
Il y a à peu près 25 artistes qui sont tous de Louisiane, des artistes locaux et vraiment des très belles peintures. Mais c'est à peu près la seule galerie d'artistes locaux dans le quartier. Sinon, vous avez vraiment à peu près tous les styles que vous pouvez imaginer. Mais c'est vraiment à faire si vous avez du temps à la Nouvelle-Orléans. Venez et puis vous pouvez avoir des belles peintures de la ville ou de la nature aussi. Il y a vraiment des belles peintures de Louisiane dans la salle juste derrière. Si vous voulez visiter le Garden District, enfin, de toute façon il faut le visiter parce que c'est incontournable à la Nouvelle-Orléans. Donc c'est dans les quartiers ouest de la Nouvelle-Orléans que ça se situe. C'est très 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 vaste, c'est vraiment très grand. Ce que vous pouvez faire, c'est emprunter l'avenue Saint-Charles. Vous pouvez utiliser le trolley pour y aller sur Saint-Charles, c'est absolument magnifique. Vous aurez de très très belles maisons le long de Saint-Charles avant d'arriver à la Loyola University, un très très beau parc d'ailleurs. L'université est monumentale. Et donc juste avant et un petit peu après, vous verrez déjà des très très belles maisons le long de Saint-Charles. Ensuite, je vous conseille de faire un tour guidé. Vous pouvez le faire vous-même. Vous trouvez des do it yourself tours. Faites-le vous-même tour du Garden District. Au niveau, par exemple, du cimetière Lafayette, qui n'est pas très très loin de Saint-Charles, enfin c'est dans le même quartier. Et donc là, vous pourrez voir des demeures historiques et même contemporaines de stars de cinéma. Nous, on a fait un do-it-yourself qui a commencé à la maison où est mort Jefferson Davis, le président de la Confédération. Donc c'est pas pour le symbole qu'on y allait, c'est parce que la maison est magnifique et parce que on a trouvé ce tour qui commençait là. Et après vous trouvez par exemple la maison de Anne Rice qui a écrit Entretien avec un vampire et des livres un petit peu dans le même genre qui ont été transformés au cinéma. Vous trouvez l'ancienne maison de Nicolas Cage, vous trouvez la maison de Sandra Bullock, vous trouvez des maisons historiques absolument époustouflantes. C'est très différent du French Quarter tout en briques du centre de la Nouvelle-Orléans. Ici, vous avez des maisons américaines qui ont des jardins exceptionnels. Et voilà, c'est toute beauté à visiter. Mais voilà, vous pouvez consacrer 1 heure, 1 heure et demie à faire un joli petit tour de ce quartier. Présente les Cairn Studios, autrement connus aussi sous le nom de Mardi Gras World à la Nouvelle-Orléans. Donc c'est des entrepôts géants qui sont sur les quais du Mississippi
pas très loin du centre de la Nouvelle-Orléans. Ça se visite, je vous conseille la visite, surtout si vous venez à un autre moment que Mardi Gras, vous ne pourrez pas voir ces grands chars, sauf si vous venez ici. Vous allez pouvoir voir ici toutes les pièces fabriquées par les ouvriers qui travaillent en ce moment un petit peu plus loin derrière moi. Et alors ce qu'il vous faut savoir aussi, c'est que ce bâtiment géant que vous pouvez visiter, c'est vraiment gigantesque. Il y en a 20 autres comme ça dans les environs autour du Mississippi pour stocker toutes les pièces qui servent aux chars des parades de Mardi Gras. Initialement, les sculptures étaient faites en papier mâché. Aujourd'hui, elles sont faites sur du polystyrène assez dur pour être sculptées et recouvertes de matière plastique ensuite. Mais voilà, elles sont faites essentiellement à la main. Et certaines sont faites par des machines également, mais encore la plupart sont faites à la main. Je suis aujourd'hui avec Barry Kern, qui est le CEO, le président de Kern Studios, où sont construits tous les grands chars que vous voyez pour le Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans et un petit peu plus. Et depuis quelques années, Barry, it's your grandfather started the company in 1936. 1932, yeah. Yeah, it's a family business. Your father developed it. Can you tell us about the story a little bit? Well, you know, it's a great story. It's an American story for sure. Obviously, New Orleans has had Mardi Gras and Carnival celebrated here from the beginning of the city. My grandfather came to New Orleans, first generation of immigrants from Alsace-Lorraine. He arrived here. His family did, and he was an artist but couldn't make money during the Depression as an artist, so he became a sign writer and eventually a float builder and started building the floats for the carnival and painting the floats here for the carnival. And in 1931-32, he built the first floats on the back of some wagons as a professional float builder. Yeah, and then your father redeveloped in the 40s, for 49? Yeah, in 1947, my father got into the business, and my father's the guy they call Mr. Mardi Gras here in New Orleans. He was the guy who really democratized and made Mardi Gras a big thing. He brought celebrity kings from Hollywood in. We made the floats much bigger, much more spectacular. And today in New Orleans, you have over 60,000 people that ride these floats. And Mardi Gras is the biggest economic impact on our city annually. It's like having 2 Super Bowls in our city every year. How many floats are you making here for Mardi Gras? For Mardi Gras alone, we're building 600 to 700 floats every year. Wow. And you're also working for other theme parks around the world? Yeah, we do work for Disney, Universal Studios, Six Flags, Cedar Fair Parks, SeaWorld. And also, if you see all these the billboards with the cows on them for Chick-fil-A, we make all those crazy cows. Or if you go to Las Vegas. You specialize in giant cows, I've seen? Yeah, we do all kind of crazy things. Right, thank you. Thank you. The next place you're gonna go is Dress for Fest. A lot of fun. It's it'll change your costumes and you can take pictures. Yes, I did. Tahoma, Biloxi, and the Chittamani. On est ici sur le toit de l'hôtel Four Seasons, sur les bords du Mississippi, assez près du French Quarter qu'on voit depuis cette tour du Four Seasons. À l'intérieur du Four Seasons, il y a Vue Orleans, V-U-E Orleans.
C'est une attraction qui vous permet de vous immerger dans la culture et dans l'histoire de la Louisiane avec différentes pièces interactives où vous pouvez écouter les personnages vous raconter l'histoire de la Nouvelle-Orléans, écouter comment on cuisine en Louisiane, les gumbo, les jambalaya, écouter de la musique de la Nouvelle-Orléans. Vous avez un petit film aussi qui est bien fait, qui vous permet moi je vous conseille avant une visite de la Nouvelle-Orléans, comme ça vous êtes vraiment mis dans l'histoire et dans la culture. Et ensuite, après, vous prenez un ascenseur, vous allez au sommet de la tour et vous avez une vue à couper le souffle. Tout autour de la tour, vous pouvez faire tout le tour et vous avez vu sur le Mississippi et toute la ville. Vous voyez très bien le French Quarter, le quartier français. Vous voyez très bien la skyline de building derrière moi. Et puis la rivière à perte de vue de tous les côtés puisqu'elle forme un croissant. C'est vraiment très beau, vraiment magnifique et très bien à faire. Encore une fois, avant même une visite de la Nouvelle-Orléans, vous pouvez vraiment vous immerger ici où les enfants peuvent en profiter et savoir ce qu'ils vont visiter dans les heures qui viennent. The new culture through rhythms, songs, and dances. A new generation of African Americans get the roots through European homes. On vient de faire Jam Nola, c'est une petite attraction, un ensemble d'attractions que vous pouvez faire à peu près, ça dure à peu près une trentaine de minutes à visiter. C'est donc plus ludique, plus sur le thème de l'attraction et sur le thème de la Nouvelle-Orléans, bien entendu, de la cuisine, de la musique, et vous faites le tour d'un ensemble de 17 pièces, tableaux différents avec certains qui vont des écrans qui vont vous apprendre des choses sur la Nouvelle-Orléans et puis aussi des choses plus amusantes où vous pouvez faire des selfies et vous prendre en photo vidéo dans des situations assez cocasses et amusantes, toujours sur le même thème, la Louisiane. C'est assez sympathique à faire. Si vous voulez visiter les plantations de Louisiane, les plus belles sont toutes pas très éloignées les unes des autres, à 1 heure de route à l'ouest de la Nouvelle-Orléans. Elles sont toutes le long du Mississippi. Il y a une petite route le long du fleuve et elles donnent toutes sur le fleuve. On ne voit pas le fleuve parce qu'il y a une digue qui protège des inondations tout le long. Mais voilà, donc les plus belles plantations, ça va être celles qui sont mentionnées le plus. Je ne les ai pas toutes faites, hein, donc celles qui sont mentionnées le plus, ça va être la Oak Plantation, celle qui est derrière moi. Ça va être la Laura Plantation, la Whitney Plantation. C'est vraiment, si vous voulez faire une journée de plantations, donc vous pouvez prendre ces trois-là, vous êtes sûr d'avoir les plus belles. La Oak Alley, ce qui veut dire allée de chêne, est vraiment extrêmement réputée. Moi je vais vous présenter la Oak Alley et puis la Laura qu'on fait aujourd'hui. Donc Oak Alley, vous avez cette grande immense maison qui date du début des années 1930, 1932 ou 1936 de mémoire, qui a été créée par Jacques Roman, donc, qui est d'une famille extrêmement puissante de Louisiane du 19e siècle. Et il avait des frères qui étaient placés un peu partout de la famille, un peu partout dans les sphères politiques et influentes de la Nouvelle-Orléans. Lui s'occupait surtout des plantations, et puis la manière dont ça fait la fortune des planteurs, ça fait la fortune que des planteurs, pas des travailleurs, parce que ici évidemment le travail sur la canne à sucre aurait été impossible à l'époque, en tout cas dans ces proportions, sans la main d'œuvre gratuite constituée par l'esclavage. Donc voilà, des cabines d'esclaves ont été reconstituées ici. Il y en a 6 ou 8 derrière la maison que vous pouvez visiter avec tout un tas d'informations. On a même suivi un petit guide qui répondait à toutes les questions sur cette période triste de l'esclavage, la manière dont ça se passait dans les plantations. Donc voilà, il y a eu jusqu'à
un peu plus de 200 esclaves sur cette plantation-là sur un espace de 30 et quelques années, parce que cette maison a été construite en 1836 et la fin de la guerre de sécession a lieu en 1865. Donc voilà, mais il y avait des plantations avant la maison. C'est vraiment parce que le planteur Jacques Roman voulait apparaître, faire briller sa fortune, qu'il a créé cette immense plantation. Elle est vraiment immense, la maison, par rapport à d'autres qu'on peut trouver ailleurs. Dans le sud des États-Unis, vous avez des plantations un petit peu partout. Et voilà, donc vous voyez les quartiers des esclaves, une exposition sur le sucre, et puis cette magnifique demeure, la Oak Alley Plantation. On est aujourd'hui à la Laura Plantation. C'est quelle commune ? C'est Vacherie, là, le nom de la ville ici. Oui, c'est la Vacherie. Et pourquoi est-ce que c'est la Vacherie ? Oui, explique-moi. Non, ce n'est pas une blague. C'est parce qu'autrefois, quand les vaches pouvaient rôder librement dans les marécages, c'était ici où l'on les rassemblait pour les envoyer sur les bateaux à aubes vers la Nouvelle-Orléans aux abattoirs. Donc la Vacherie, c'était le point de rassemblement des vaches sauvages. Voilà, la Vacherie, c'est ici qu'il y a il y a plusieurs plantations sur la commune. Juste derrière la caméra, il y a l'immense Mississippi qu'on ne peut pas vous montrer parce qu'il y a une digue qui protège les plantations. Et donc je suis avec Joseph Dunn, qui est le directeur de la communication de la Laura Plantation. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors toi, Joseph, il est natif de la Nouvelle-Orléans, de la région de la Nouvelle-Orléans, famille francophone d'ici. Et il va nous expliquer l'histoire de cette plantation, comment elle est arrivée ici, avec des Français au départ. Tout à fait. Avant d'être transformé en plantation de canne à sucre par Guillaume Duparc en français, ces terres appartenaient à des Acadiens qui avaient été déportés du Canada maritime et qui sont arrivés en Louisiane après cette déportation et qui avaient ici une petite ferme. Et voilà que Guillaume Duparc, ce français normand d'origine qui avait combattu dans la Révolution américaine, est arrivé ici en 1805 pour fonder une plantation de canne à sucre. Et au départ, ça s'appelait l'habitation du parc, parce qu'une habitation, c'est une plantation, voilà, c'est une grande ferme avec une culture unique, et ici c'était la canne à sucre, et la maison derrière nous a été construite à partir de 1805, donc c'est une maison qui date du début du 19e siècle. Elle est magnifique, colorée comme ça, c'est très différent d'autres plantations blanches, par exemple avec les colonnades qu'on peut voir dans la région. Oui, exactement. C'est une question aussi de perception et d'évolution de style d'architecture, parce qu'au tout début, cette maison derrière nous, c'est exactement le style d'architecture qu'on aurait trouvé partout en Louisiane. Et cette architecture se distingue évidemment par le fait que c'est très coloré. La maison, c'est surélevé, elle fait face à l'eau, et c'est exactement le même style d'architecture que l'on trouve d'ailleurs dans les anciennes colonies françaises, aux Antilles, en Afrique de l'Ouest et même en océan Indien. Donc ça, c'est notre point de départ pour découvrir cette culture créole, cette culture mélangée en Louisiane entre les autochtones, donc les premiers habitants qui étaient ici, les Européens qui sont venus principalement de France et aussi du Canada francophone, et des Africains qui étaient les principaux bâtisseurs, évidemment, de ces maisons de maître. Oui, il faut bien préciser qu'ici, on est un petit peu sur un sommet de civilisation à l'époque, un sommet de barbarie en même temps. Je pense que c'est ce qu'on retient et qu'on doit retenir de cette époque-là. Tout à fait, parce qu'on est dans une société esclavagiste à la différence du vieux sud américain où il y avait des Américains anglophones protestants, la Louisiane en tant qu'ancienne colonie française fondée en 1699, ici c'était les Français qui avaient fait venir les premiers esclaves africains de leur comptoir en Afrique, notamment du Sénégal. Et donc les influences culturelles, gastronomiques, linguistiques, etc. en Louisiane diffèrent de ce que l'on trouve dans les autres parties du vieux sud américain, encore une fois distinguées par cette langue et cette culture créole, française, catholique en Louisiane par rapport à ce qui se passait dans le sud américain avec les anglophones protestants. L'esclavage d'ailleurs n'était pas, il faut le préciser, il n'était pas que dans les plantations, c'est quelque chose de régional, quoi.
L'esclavage est un phénomène universel, tout à fait, parce que non seulement ça existe dans les plantations, mais aussi dans les espaces urbains, à la Nouvelle-Orléans par exemple, parce que si on se promène dans le vieux carré français, derrière chaque façade de ces jolies maisons, de ces hôtels particuliers à la Nouvelle-Orléans, il y avait également des logements pour les esclaves. 30% de la population de la ville était esclavisée au moment de la guerre de sécession, qui a démarré en 1861. Il y avait des relations un petit peu complexes entre les différents habitants, catégories d'habitants de la plantation, ceux qui habitaient dans la belle maison et ceux qui habitaient derrière la belle maison. Tout à fait. Quand on voit une maison comme ça, on pense immédiatement aux planteurs blancs. Mais il faut aussi préciser qu'à l'intérieur de cette maison habitaient des personnes esclavisées, notamment les femmes domestiques tenues en esclavage, qui élevaient les enfants, qui veillaient à ce que tous les besoins des maîtres étaient comblés, etc. Et derrière, il y avait les cases d'esclaves, dont il en reste aujourd'hui 4. Autrefois, il y en avait une quarantaine, une cinquantaine de ces cases-là, où habitaient les personnes esclavisées qui travaillaient au champ, qui assuraient différents métiers dans la plantation, les contremaîtres par exemple, les charpentiers, les maçons, les tonneliers, les cordonniers, donc toute une hiérarchie sociale de personnes esclavisées qui faisait tourner l'économie de ces lieux. Je vais aussi préciser que dans cette plantation, il y avait à peu près 80-85% de la population était esclavisée. Sur les 250 personnes qui habitaient ici, 200 personnes étaient tenues en esclavage. Le maximum d'esclaves sur la plantation, c'était combien ? Ici, c'était 186 qui appartenaient à la société de la plantation. Ça ne compte pas les autres personnes, 30 personnes à peu près, qui étaient considérées comme la propriété personnelle des membres de la famille. Et ça ne compte pas non plus les personnes qui étaient esclavisées dans les hôtels particuliers qui appartenaient à cette famille à la Nouvelle-Orléans. Donc vous avez à l'époque toute une catégorie d'esclaves, toute une population de personnes esclavisées. Et cette famille était très typique en fait dans la société créole de la Louisiane. On peut dire aussi que l'esclavage a perduré après l'abolition de l'esclavage, parce qu'ils étaient payés avec des coupons qui ne pouvaient pas leur servir autre part que dans la plantation, donc ils ne pouvaient pas partir de la plantation, donc ils sont restés jusque dans les années 1970, c'est ça, dans les cases d'esclaves, il y avait encore des descendants des familles d'esclaves. Tout à fait, parce que la fin de la guerre de sécession, ce n'est pas du tout une liberté immédiate pour les gens qui habitaient dans ces plantations. Ce qu'il faut aussi bien retenir dans le contexte louisianais, c'est que beaucoup de monde ici n'étaient pas par les Américains, ils n'étaient pas les créoles. Ils n'étaient pas capables de partir, ils étaient restés ici. Donc ils ne pouvaient pas partir. Ils ne pouvaient pas partir où on parlait anglais. Ils ne parlaient pas anglais. Et donc un nouveau système économique a été mis en place qui ressemble beaucoup à ce qui se passait en France dans les villages miniers. Par exemple, si l'on lit Germinal de Balzac, de Zola, il y a énormément de similitudes. Donc les gens sont immédiatement endettés, ils sont payés en coupons. Ces coupons peuvent être dépensés seulement dans le magasin de la plantation où ces paiements ont été émis, ce qui va tout de suite endetter tout le monde, et ces gens vont rester sur 2, 3, voire 4 générations après la fin de la guerre de sécession en 1865 jusque dans les années 1960 ou 70 dans beaucoup de ces plantations. Et à la Laura Plantation, on plantait quoi? Alors de la canne à sucre uniquement? De la canne uniquement. Sur les 350 plantations qui se situaient sur les bords du Mississippi entre Baton Rouge et la Nouvelle-Orléans, la culture unique, c'était la canne. D'accord? Parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus rentable, et c'est aussi une question de climat. Donc on ne peut cultiver le coton ici parce qu'il fait trop humide. Donc la canne faisait vraiment la richesse de la Louisiane au 19e siècle. Et encore une fois, on n'est pas vraiment dans un contexte du sud-américain, parce que 85% de ces plantations qui longeaient le fleuve étaient tenues par des gens d'origine française. On est vraiment dans un contexte du point nord de la Caraïbe en Louisiane. Et comment ça s'est passé économiquement après la guerre civile en 1865? Est-ce que l'économie de la canne à sucre a tenu le coup mieux que le coton ou... Non, pas vraiment. Il faut s'imaginer dans un contexte de chaos total après la fin de la guerre de sécession, parce que les esclaves, en tant que
produit brut représentaient plus du tiers de l'économie des États-Unis à l'époque. Et d'un seul coup, à la fin de la guerre de sécession, ce capital humain n'existait plus. Donc cela a plongé le Sud entier dans une crise économique. Il a fallu plusieurs décennies avant que le Sud ne se relève de cette crise économique de la guerre. Donc après, dans l'immédiat après, on n'avait plus de main-d'œuvre. Il fallait maintenant payer cette main-d'œuvre et les terres même étaient dévalorisées parce que la plupart de ces familles, pas celle-ci, parce que cette famille avait repris la nationalité française au début de la guerre de sécession pour protéger justement leurs biens, pour pouvoir à la fin de la guerre redémarrer la machine, mais la plupart de ces familles avaient beaucoup investi dans la Confédération, ils avaient mis tout leur argent et tous leurs biens, ils avaient beaucoup hypothéqué et à la fin de la guerre, ils ont tout perdu. Donc ça a pris un moment avant que l'économie se relève de cette crise économique engendrée justement par la guerre. Si vous voulez en savoir plus sur la Laura Plantation, il faut venir. On est à 1 heure à l'ouest de la Nouvelle-Orléans à peu près. Vous serez bien accueillis ici par Joseph, par son équipe. On a une super guide. Et en plus, il y a des visites en français. Nous, on a fait celle en anglais, mais il y a des visites en français tous les jours. Hein. Il y a des visites en français tous les jours. 3 fois par jour, à 11h, à 13h et à 15h. On peut facilement réserver en ligne via notre plateforme sur notre site web lauraplantation.com et c'est facile. Le site est en français aussi. Donc c'est fonctionnement bilingue dans la plantation Laura. Aujourd'hui, on est à Breau Bridge, au pont Breau, on dit. On est chez Jacqueline. Ça s'appelle chez Jacqueline. Et on est avec Jacqueline. Qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui, Jacqueline? Eh bien, ça, c'est de l'alligator sauce piquante. Oh, c'est du crocodile. Du crocodile? Vous avez des crocodiles à Breau Bridge? Oui, mais on dit alligator ici. Ça, c'est que des seafood. C'est des crevettes, du crabe, du crabe encore, mais ça, c'est les pâtes de crabe. Et la sauce, c'est moi qui l'ai fait. Et ça, c'est le poulet qui est à l'intérieur. Et dessus, ce sont les écrevisses avec ma sauce. Et ça se mange avec du riz. C'est la capitale mondiale de l'écrevisse. Oui, c'est vrai. Et alors vous les cuisinez comment? À l'étouffée? Il y a différents... Comme on veut, à l'étouffée, fruits. Mais je préfère mieux à l'étouffée que des fruits. Eau bouillie dans l'eau et on les décortique et on les mange comme ça. Ça fait combien d'années que vous êtes ici, Jacqueline? En Louisiane, 24 ans. En Amérique, 51 ans. Et vous venez de quelle ville en France? Saint-Germain-en-Laye, à côté de Versailles. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. I'm with Carl today and we're on Atchafalaya Bayou. Where exactly was the city, town here? This is considered Henderson Lake and is part of the Atchafalaya Basin, and the closest little town here is Henderson, Louisiana. All right, Henderson, we are not far from Breau Bridge, Lafayette. 5 miles east of Breau Bridge, 10 miles east of Lafayette. I just done his tour and it's just incredible. If you want to see something beautiful in Louisiana, you come here. What people can expect to see with you? Well, there's a wide variety of different swamp trees. We have the bald cypress here, willows. You're going to see different terrain. You see new cypress, old cypress, a bunch of things from the past, and it's a series of bayous, swamps, rivers, lakes. That's what all the Atchafalaya Basin consists of. Can you remind me the name of your pink birds? It's rosette? The rosé spoonbill is the pink bird. It's from South America, and it migrates north until we get the first cold front, and then it'll migrate back south. Carl is speaking in English, but when he speaks to the alligators, he speaks in French. True? Ouais.
un samedi soir comme un autre à Prégenz, à Lafayette. Là, on a un gombo à l'andouille et au poulet. Et ici, on a un étouffé d'écrevisses qui est la spécialité locale. Et je pense que ça doit être délicieux. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait à Lafayette le samedi et le dimanche. Aujourd'hui on est samedi. On se rassemble à autant de musiciens qu'on peut. On forme un grand cercle et on joue de la musique cajun. À Lafayette, il y a deux villages historiques que vous pouvez visiter si vous vous intéressez aux origines cajun de la région de Lafayette. Un petit peu au sud-ouest, à quelques kilomètres, hein, vraiment ça touche quasiment. Vous avez l'Acadian Village, donc qui est un ensemble de maisons. La plupart des maisons ont été déplacées, mais c'est des maisons vraiment d'époque qui ont été rassemblées. Et le site a l'air assez intéressant. Moi, j'y suis pas allé. Hein. Ici, on est à Vermillonville, donc qui est le deuxième village. Celui-ci, il n'est pas à côté de Lafayette, il est dans Lafayette, et on peut même dire que c'est Lafayette, parce que Vermillonville, c'était le premier nom de la ville, ici, à l'ouest de la Louisiane, avant que Lafayette devienne Lafayette, que le marquis soit célèbre pour la guerre d'indépendance des États-Unis, entre autres, puisqu'il a aussi eu des faits d'armes en France. Et donc Lafayette est devenu un héros aussi bien en France qu'aux États-Unis. Et il y a plein de villages, dont cette grande ville qui a pris son nom. Mais elle s'appelait Vermillonville au départ. Et donc vous avez toujours ici un village, un très beau village acadien, avec des maisons reconstituées pour la plupart.
Donc voilà, c'est le long du bayou tel que c'était à l'époque. Il y a des gens costumés et puis si vous venez pendant le week-end, il y a même de la musique, des musiciens locaux qui viennent se rassembler pour jouer de la musique acadienne, cajun, pour remonter à l'origine, pour vous expliquer ce que sont les Cajuns. Ce sont des habitants de l'Acadie au Canada au départ, qui ont été chassés par les Anglais au XVIIIe siècle. Et à partir de 1765, ils se sont rassemblés ici dans cette région de l'ouest de la Louisiane. Certains sont venus directement, d'autres sont passés par la France, puis arrivés ici. Donc voilà, donc c'était les Acadiens. Et ici, on les a surnommés les Cadiens. Et ensuite, les Américains, comme ils avaient du mal avec ce mot Cadien, ils prononçaient Cajun. Et donc c'est devenu les Cajuns, les Cajuns. Voilà, la culture Cajun s'est greffée un petit peu par-dessus. Alors la culture Cajun, c'est un petit peu un mix, hein. C'est pas la culture forcément d'origine des Acadiens, mais c'est ce qui s'est développé ici, aussi bien du côté musical que du côté culinaire. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle halte. Si vous pouvez vous arrêter ici à Lafayette, vous pouvez visiter aussi d'autres villages comme Saint-Martinville. À peu près tous les villages du sud-ouest de la Louisiane sont absolument époustouflants, avec des gens uniques, magnifiques. Je vous invite vraiment à venir, à prendre une voiture et à explorer la Louisiane au gré des rencontres que vous ferez. Vous pourrez visiter plein d'endroits, les paysages sont magnifiques. On est avec Colby Lejeune, qui vient de... Oh là, il y a de l'ambiance sur le bayou. Et qui est natif de Lens de Lejeune, qui a pris le nom de sa famille, et qui est DJ sur KLVS, la radio. C'est quoi la fréquence 88.7 FM. Et moi, je suis de sur l'air. On est de sur l'air 5h jusqu'à 7h, lundi jusqu'à vendredi. Ça, alors, tu passes quoi comme genre de musique cajun alors? C'est proche de la musique cajun qu'on va jouer. Un petit peu des haricots, un petit peu des country, pourvu que c'est tout en français. Ça, c'est le but du programme, c'est de faire tout quelque chose en français pour le monde. Ouais. Il y a encore beaucoup de groupes, hein, des groupes cajuns, haricots. La langue, il n'y a pas trop de nous autres qui parlent français. Aujourd'hui, le monde qui joue la musique, c'est toujours en français. Même si ça ne le connaît pas, la langue, ça va chanter en français. Ça va prendre les paroles de la chanson en français et puis ça chante en français. On est une station de la radio publique. Ça fait, on est soutenu par la public, par le monde qui veut faire des donations et tout ça. Ça fait... Il y a beaucoup de concerts de musique tous les week-ends. Hein. Oui, tous les fins de semaine, il y a un tas de sur la radio et puis aussi en direct. Les fêtes dodo, c'est comme ça que vous appelez ça? Les fêtes dodo, ça c'est un nom historique pour les fêtes, les balles dans les salles de danse, principalement pendant les années 1940, 50, 60, comme ça. Ça fait, on nommait les balles des fêtes dodo parce que c'était la salle de danse, tu vas aller là-bas pour danser. Ça fait les couples mariés. Les autres, si ça voulait aller danser, ça avait besoin de porter les petits avec, parce que si ils n'ont pas de personne pour babysit, tu connais, ça fait les mères apporter les petits avec,
Et il y avait là, un tas de fois en arrière de la salle, il y avait une chambre pour les petits et les bébés dormir. Pour faire dodo. Pour faire dodo, parce que c'était la mère en arrière avec les petits. Le mari était quelque place dans la salle de danse, mais la femme voulait aller s'occuper de son mari pour faire sûr que lui, il n'était pas pu faire quelque chose qu'il peut-être aurait pas dû faire. Ça fait elle a voulu faire dodo à les petits aussi vite que possible pour aller checker sur son homme. Et en regardant les concerts du vendredi soir, parce qu'hier soir on était vendredi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'endroits qui étaient fermés, qui existaient il n'y a pas très longtemps. C'est au moment de la Covid que ces endroits-là. Un tas de choses à fermer pendant Covid et on vient de commencer à rouvrir back tout quelque chose. Mais c'était par rapport que le Covid qu'il y a un tas de places de business fermées qui ne sont pas encore rouvertes. Merci Colby. Merci à vous.